All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. Il me semble que ça va être Madame Abayoje qui continue. Non, c'est Monsieur Gumpert, mais je vous voyais toujours assis. Mais maintenant, vous êtes debout et bien sûr, je vous donne la parole. Monsieur Gumpert, je vous remercie. Donc, il y a deux points que je tiens à soulever en ce qui concerne la contrainte au titre de l'article 31.1.2 et qui vient du mémoire en clôture de la défense. Et je voudrais y répondre. Tout d'abord, la défense semble dire qu'il était presque impossible de s'échapper de l'ARS et que si toute tentative qui aurait échoué signifie une peine de mort. Et ensuite, deuxièmement, lors de leur mémoire, la défense n'essaye jamais de démontrer ce qui, d'après l'accusation, est absolument nécessaire. C'est-à-dire démontrer qu'il y a des éléments de preuve selon lesquels M. Ongwen était sous contrainte à des moments bien précis lorsqu'il aurait exécuté les crimes qui lui sont reprochés. Alors on va commencer par l'évasion. Pourquoi donc est-ce si important ? Quelle est la pertinence de l'évasion et la possibilité d'évasion par rapport à la contrainte? Et l'accusation fait valoir que, au fin, pour que la Chambre ne retienne pas la responsabilité de M. Ongwen pour des crimes qu'il aurait pu commettre lorsqu'il était sous contrainte, sachez qu'il faut quand même que vous puissiez prouver que la personne a effectué l'actus reus du crime contre son propre gré et uniquement parce qu'il était menacé. Et cette personne, de notre avis, doit faire tout ce qui est en son possible pour s'échapper et pour ne pas être sous le coup de cette contrainte et de cette menace ni mort. Plus. Et donc toute personne raisonnable qui a été obligée à assassiner, à violer, à enlever des enfants innocents resterait volontairement sous la coupe de la personne qui l'a obligé à faire cela plus longtemps que nécessaire. Les éléments de preuve montrent bien que M. Ongwen a eu de nombreuses occasions de s'échapper. Il aurait pu s'échapper alors qu'il était en mission, lors de combats, ou tout simplement lorsque les unités qu'il commandait étaient à des centaines de kilomètres de Joseph Kony et des leaders de l'ARS, et ce pendant des jours, voire des semaines. Des milliers de membres de l'ARS de différents groupes et ayant différents grades ont quitté l'ARS dès qu'ils ont pu le faire. Le témoin de la défense D0134 a témoigné, et je cite, il y avait des combattants de l'ARS qui s'échappaient tous les jours. Et ces personnes qui s'échappaient avaient des profils variés. Il y avait des combattants subalternes, des commandants supérieurs, des enfants et aussi les épouses des épouses obligées de l'être de commandants de l'ARS. Et d'ailleurs, nous avons entendu directement 50 0070 à même si lors
des 2 premières tentatives qui ont échoué, elle a été sévèrement passée à tabac et menacée de mort. Le commandant de bataillon P0245 s'est échappé. Les brigadiers, les généraux de brigade, Sam Kolo et César Asselam, qui étaient plus gradés que M. Ongwen, ont trouvé une façon de quitter la brousse. Et ce, lors de la période de référence. Il y a des témoignages de plusieurs témoins que nous avons entendus, ainsi que d'autres éléments de preuve qui prouvent bien que M. Ongwen était le commandant le plus gradé de l'ARS en Ouganda en 2005. Et le plus ancien surtout. À cette époque-là, personne n'avait le pouvoir de l'empêcher de quitter l'ARS. Et d'après nous, en fait, il a quitté l'ARS quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'avenir pour lui à l'ARS. La défense a déclaré à de nombreuses reprises que toute tentative d'évasion qui aurait échoué était punie de mort. Il y a certes des éléments de preuve qui démontrent que ces menaces étaient prononcées, mais en revanche, on sait qu'elles n'étaient très peu souvent mises en œuvre. Et les éléments de preuve des témoignages, les éléments de preuve des intercepts radio montrent la réaction de Joseph Kony et de son adjoint Vincent Otti lorsqu'on leur parlait d'évasion. Cela démontre bien qu'ils se sentaient frustrés, qu'ils se sentaient impuissants, alors que tous leurs combattants s'échappaient sans cesse. Joseph Kony a même accepté qu'en vrai, toute sanction pour évasion serait une sanction qui serait de la main de Dieu. Donc, et qu'en est-il de ce que dit la défense? C'est-à-dire que si jamais on réussit à s'échapper, l'ARS allait tuer toute la famille de l'évadé. On a entendu des récits de punitions collectives qui ont été en effet mises en œuvre parfois dans les années 80 et les années 90. Cela dit, alors que M. Ongwen était en position de supérieur hiérarchique, il n'y a eu aucune évasion de commandant haut gradé qui a eu pour conséquence cette sanction. Un grand nombre de membres anciens de l'ARS ont témoigné et leur ont dit que la perception de l'ARS de ces procédures disciplinaires, du rôle des esprits et de la puissance de Joseph Kony a totalement changé alors, entre le moment où ils ont d'abord été enlevés et après avoir séjourné au sein de l'ARS pendant un bon moment. Des témoins, y compris 379, P309, P85, P09 et des témoins, le P200, des témoins de la défense, P92, D56, D27, ont décrit ici qu'ils étaient devenus de plus en plus sceptiques à propos des fameux pouvoirs spirituels qu'aurait Joseph Kony. Et ils nous ont bien dit qu'ils comprenaient, qu'au bout d'un moment, ils avaient compris que lorsque l'on violait les règles de l'ARS, il y avait peu de conséquences et que ces conséquences, de toute façon, n'étaient pas absolues. Ce qui fait que tous ces témoins ont pris une décision positive. Ils ont décidé de s'échapper et ont mis leur plan à l'œuvre. Veuillez parler moins rapidement, demande le président. Deuxième point, qui sera d'ailleurs mon dernier point, la contrainte. La contrainte, ce n'est pas une défense générale. Elle est spécifique à un certain crime. Et le texte de l'article 31.1d est très clair. C'est une contrainte qui est spécifique au crime et à la menace. Et d'ailleurs, les termes sont simples. C'est un singulier. On parle d'un crime, d'une menace, de cette menace, d'un préjudice supérieur. Tout cela est au singulier. Et la jurisprudence du TPY dans
l'affaire Manda et l'affaire aussi des chambres extraordinaires pour le Cambodge étayent tous les deux cette jurisprudence et cette interprétation. Il s'agit pour la deuxième affaire de l'affaire Douche. Donc la défense n'a pas essayé d'analyser les circonstances dans chaque crime dont l'accusé qui est reproché à l'accusé pour démontrer comment la soi-disant contrainte s'appliquerait à ce crime. Non, la Chambre préfère espérer persuader la Chambre ou la convaincre en faisant des affirmations très larges, en expliquant que l'ARS fonctionnait dans un environnement extrêmement violent, en expliquant que Joseph Kony contrôlait parfaitement le groupe et en nous parlant aussi à l'envi du rôle de spiritualisme, des esprits plutôt d'ailleurs. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui a empêché M. Ongwen, lorsqu'il était à la tête de ses combattants pour attaquer Odek, alors qu'il savait très bien que suite à cette attaque, il y aurait des morts de civils, des enlèvements d'enfants, la destruction de biens, de maisons, il y aurait un chaos et une terreur généralisée. Qu'est-ce qui l'a empêché de s'arrêter devant les forces gouvernementales et de leur expliquer qu'il était là avec ses forces, non pas pour attaquer le camp, mais pour rendre les armes et pour se rendre lui-même, comme un grand nombre de soldats de l'ARS l'ont fait. Certains d'ailleurs n'étaient pas que des soldats, il y avait aussi des commandants, comme M. Ongwen. Et puis, je reprends un peu les propos de Mme Abelejo. Cette petite fille qui est devenue le témoin P0226, lorsqu'elle lui a été finalement apportée, pourquoi ne lui a-t-il pas tout simplement gentiment expliqué qu'il n'avait pas envie de la violer, qu'il ne voulait pas la violer, qu'il n'avait qu'à s'asseoir et s'allonger à côté de lui, qu'on attendrait ensemble l'aube? Eh bien, pour paraphraser la chambre préliminaire, au paragraphe 153 de la décision confirmant les charges en l'espèce, et je cite, « La contrainte n'est pas présentée dans le statut afin de donner une immunité totale aux membres d'organisations criminelles qui ont recours à la violence pour assurer la discipline, du moment qu'ils pourraient établir que leur appartenance à l'organisation s'est faite contre leur gré. » Voilà, j'en ai terminé. Et maintenant, je donne la parole à M. Black. Your Honors, I'll address a number of topics Mesdames, Messieurs les juges, je vais parler maintenant de certains sujets qui portent sur les attaques reprochées à l'accusé. Nous avons parlé, bien sûr, de ces attaques dans notre mémoire en clôture et je ne vais pas y revenir. Mais je vais plutôt répondre à ce qui est soulevé dans les mémoires en clôture de la défense. Commençons par la première attaque. Donc, on va commencer par ordre chronologique et on commence par Padjoulé, camp de Padjoulé IDP, octobre 2003. Avant donc d'en arriver au point de désaccord avec l'accusation, je pense qu'il serait bon de savoir quels sont les points d'accord. Dans leur mémoire en clôture, la défense ne semble jamais contester le fait que l'ARS aurait attaqué le camp de Padjoulé en octobre 2003 et que des crimes qui ont été reprochés auraient été commis lors de l'attaque. Ils disent que M. Ongwen n'est pas responsable pénalement de ces crimes, mais ils ne disent pas que ces choses-là ne sont pas arrivées. Le président, veuillez s'il vous plaît parler moins rapidement parce que M. Black, vous savez que vous êtes traduit dans des langues qui sont très différentes et plus longues. Monsieur Black, merci, je présente mes excuses et je vais parler plus lentement. Du tout ce qu'il a dit, moi.
in their Comme je vous l'ai dit, dans leur mémoire en clôture, la défense ne semble pas contester que les faits aient eu lieu à Padjoulé. Ce qu'ils contestent, c'est la responsabilité pénale de M. Ongwen. Il ne nie pas non plus que Ongwen était avec Vincent Onti, était le cerveau derrière l'attaque dans les jours qui ont précédé celle-ci. Il ne conteste pas non plus que M. Ongwen était bel et bien présent au RV à la réunion avant l'attaque, ou qu'on l'a vu aussi quittant le RV juste après l'attaque. Donc sur tous ces points-là, en tout cas, il y a accord entre les parties. Et je remarque, au moins pour Padjoulé, la défense est parfaitement d'accord avec les éléments de preuve présentés par l'accusation en matière d'interception. Il cite les registres à l'envi lorsqu'il porte sur la blessure de M. Ongwen, lorsqu'il porte sur son arrestation, sur la position qu'il occupait au sein de l'ARS, et même à propos de sa participation ou sa non-participation à l'attaque. Il semble même suggérer que si nous avions un extrait audio intercepté à partir de ce jour-là, cela décrirait parfaitement le rôle de M. Ongwen ce jour-là. Donc, comme vous le voyez, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que lorsque la défense considère que les interceptions vont dans le sens de leur thèse, ils veulent bien l'utiliser. Mais en revanche, lorsque les éléments de preuve interceptés sont de nature incriminatoire, là, tout d'un coup, ils n'en veulent plus. Et maintenant, je reviens aux deux points qui ont été soulevés par la défense pour expliquer que M. Ongwen ne devrait pas être tenu responsable des crimes commis lors de l'attaque de Padjoulé. Il semble accepter, certes, déjà que M. Ongwen était avec Oti lors de l'attaque et qu'il était présent au rendez-vous avant l'attaque. Cela dit, il dit que premièrement, il était gravement blessé et deuxièmement, il était aux arrêts à l'époque. Et donc, de ce fait, il n'avait aucun pouvoir au sein de l'ARS et il n'aurait pu en aucun cas participer à l'attaque de Padjoulé, ni la planification, ni l'attaque elle-même. Or, les éléments de preuve sont contraires. À ce moment-là, M. Ongwen était une personne qui était à haut gradé, un commandant. Il avait un poste de haut gradé. Il était l'adjoint de la brigade de Signa. Et ensuite, ça faisait au moins 9 mois qu'il était redevenu opérationnel. 9 mois après sa blessure et 5 mois après son arrestation extrêmement courte en avril 2003. Let me address the injury. Parlons déjà de la blessure. Là, nous sommes d'accord. Monsieur Ongwen a été blessé en novembre 2002, blessé à la jambe. Et il est resté à l'hôpital de campagne de l'ARS pendant un petit moment. Je vais être clair. Alors, quand on dit l'hôpital de campagne de l'ARS, ce n'est pas un hôpital comme on peut le penser. Ce n'était pas tellement un endroit, c'était plutôt un groupe de soldats de l'ARS. Rappelez-vous, à ce moment-là, l'UPDF chassait activement l'ARS au nord de l'Ouganda. Donc, ces hôpitaux de campagne étaient itinérants, forains. Et ils comprenaient des combattants armés, des combattants blessés et des combattants en pleine forme qui s'occupaient justement des blessés. Et ils exécutaient des opérations, surtout, entre autres, pour obtenir de la nourriture afin de ne pas mourir de faim. Et d'ailleurs, un certain nombre de combattants du bataillon Onka sont restés avec M. Ongwen alors qu'il était à ce fameux hôpital de campagne. Et certains sont venus comparaître ici dans ce prétoire. Et ils nous ont bien dit que malgré sa blessure, M. Ongwen était toujours le plus haut gradé dans cet hôpital de campagne. Et que tout le monde prenait ses ordres auprès de lui. Et qu'il continuait à donner des ordres. Et qu'il continuait à lancer des opérations de décembre 2002 jusqu'à ce qu'il quitte l'hôpital de campagne à la fin de l'été 2003. Alors, quand on étudie les éléments de preuve, que peut-on en tirer à propos de la durée de la blessure à la jambe de M. Ongwen, qui a été
Il a été blessé en novembre 2002. Alors, on voit dans les registres que dès le 6 décembre 2002, il avait rendu compte à Coney qu'il avait tendu une embuscade à un véhicule sur la route de Kitgum-Goulou et qu'il l'avait en plus incendié. P0205, un membre de la brigade de Sinia depuis fort longtemps, a confirmé que Ongwen, à ce moment-là, était parfaitement capable de lancer des missions. Il disait que lorsqu'il qu'il était encore à l'hôpital, il envoyait des gens travailler. C'est ce qu'il dit. Et qu'en décembre de la même année, l'année où il a été blessé, il a envoyé des gens pour aller chercher du bétail à Padjoulé. Les témoins qui se sont échappés en mars 2003, donc pratiquement 6 mois avant l'attaque sur Padjoulé, et qui avaient servi M. Ongwen lorsqu'il était, et sous les ordres de M. Ongwen lorsqu'il était encore dans l'hôpital de campagne, ont confirmé qu'en mars, il marchait. Et en avril 2003, il a été dit que M. Ongwen... Il a été dit par M. Ongwen qu'il avait tendu des embuscades à des véhicules et tué des civils, lui et ses hommes. Et le 5 avril, il a d'ailleurs rendu compte d'opérations dans la région de Ladjilé, au cours de laquelle son groupe, et je cite, a cité un grand nombre de civils et a incendié un grand nombre de maisons civiles. Fin de citation. D'après P0379, M. Ongwen était suffisamment en forme pour se déployer lui-même physiquement lors de les attaques. Et j'ai d'autres exemples avec des citations. Vous trouverez tout ça dans notre mémoire en clôture. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas parce que M. Ongwen était à l'hôpital de campagne qu'il était inactif, qu'il n'avait plus d'autorité et qu'il ne contrôlait plus les soldats de l'ARS. C'était le contraire, en fait. Il a continué à planifier, à ordonner des attaques, et il est même allé lui-même attaquer des cibles pendant toute l'année 2003, y compris un grand nombre de mois avant l'attaque de Padjoulé. Maintenant, l'arrestation. Là, à nouveau, nous sommes d'accord. M. Ongwen a bel et bien été arrêté en avril 2003. L'accusation, d'ailleurs, a présenté des éléments de preuve à ce propos pour dire que M. Ongwen et au moins une autre personne ont été arrêtés, certes pendant très peu de temps, aux environs du 20 avril 2003. Après qu'ils aient éventuellement eu contact avec un commandant de l'UPDF haut gradé appelé Salim Saleh. Et la défense fait valoir que M. Ongwen est resté aux arrêts à partir de ce moment-là, en avril, et au moins jusqu'à l'attaque sur Padjoulé. Mais quand on se penche sur les éléments de preuve, c'est tout autre chose. En effet, le 22 avril 2003, donc à peine 2 jours après son arrestation, Dominique Ongwen a signalé à la radio à Coney qu'il avait oublié le lieu où avaient été cachées certaines armes. Il lui a demandé des instructions. Peu de temps après cela, il a signalé qu'il avait envoyé un de ses commandants aller récupérer les armes. Le 28 avril 2003, Coney a ordonné à Dominique Ongwen de continuer de contrôler la région de Ladjilé pour voir s'il y avait encore des civils et que si l'on trouvait qu'il se contente de, et je cite, les détruire. Fin de citation. Le 26 mai 2003, Dominique Ongwen a signalé avoir attaqué Opit. Le 7 juin 2003, un autre commandant, répondant au nom de la Paicho, a dit à Oti que le commandant qui avait attaqué Opit était Dominique et qu'il avait, et je cite, incendié toute la mission du camp ainsi que le centre commercial. Fin de citation. Vers la fin de septembre 2003, Joseph Kony lui-même a choisi Dominique Ongwen pour son travail ardu pour l'ARS. Kony a même laissé entendre que Abou Dema, qui était à l'époque le commandant de la brigade de Signa, que s'il ne faisait pas attention, quelqu'un d'autre allait prendre sa place en tant que commandant de brigade. Cela impliquait que l'autre personne était nul autre que Dominique Ongwen. Et effectivement, quelques mois plus tard, il a occupé ce poste-là. Il existe d'autres exemples dans les cahiers de communication ainsi que dans notre mémoire en clôture. Mais il suffit de dire qu'entre avril à septembre 2003, Dominique Ongwen était actif, opérationnel. Il envoyait des hommes participer à des missions. Il a pris part personnellement à des opérations et a même gagné les louanges de ses supérieurs, y compris l'homme qui a ordonné son arrestation en avril 2003, à savoir Joseph Kony. Cela ne correspond pas tout à fait à la situation de quelqu'un qui serait toujours en état d'arrestation et qui n'a aucun
Le 22 septembre 2003, OT a recensé pour Kony les hauts commandants en Ouganda. Il a fait référence au commandant de la brigade de Sindia, mais à l'instar de 4 ou 5 autres commandants, il a dit qu'il n'avait pas de poste officiel. Kony a alors ordonné à OT de garder tous ses commandants avec OT au quartier général. La défense n'a jamais tenté de faire valoir que les autres commandants avaient été arrêtés, puisqu'ils sont tous allés rejoindre OT. Environ une semaine plus tard, soit 10 jours avant l'attaque de Pajule, le 30 septembre 2003, Kony a choisi Dominic Ongwen et l'a désigné comme étant quelqu'un qui devrait faire partie du groupe d'OT parce que, et je cite, il a de bons plans qui pourraient aider OT. Fin de citation. Et justement, en l'espace d'une semaine, Ongwen avait rejoint le groupe d'OT et moins d'une semaine après cela, Pajule était attaqué. Les éléments de preuve figurant dans le cahier de communication nous expliquent exactement pourquoi Dominic Ongwen était avec Vincent OT en octobre 2003. Il n'était pas en état d'arrestation à l'époque. Il a en fait été promu au poste de commandant second de la brigade de Sindia. OT essayait de recueillir des hommes, de rassembler des hommes pour l'attaque. Et Kony lui a lui-même ordonné qu'Ongwen rejoigne OT pour l'aider avec ses bons plans. I'll turn now to the 29th April 2004 attack. J'en arrive maintenant à l'attaque du camp de personnes déplacées d'Odek du 29 avril, et cela s'applique également à Lukodi et à une autre attaque. Je vais aborder 4 sujets. L'emplacement de M. Ongwen le jour de l'attaque d'Odek, les éléments de preuve consistant en des communications interceptées et qui se rapportent à Odek, et enfin, le lieu de rendez-vous. Le juge président, veuillez ralentir s'il vous plaît et répéter la dernière phrase. Les interprètes ne vous ont pas entendu. Je vais donc parler de l'emplacement, de la localisation, de l'endroit où se trouvait Dominic Ongwen le jour de l'attaque sur Odek, les éléments de preuve relatifs aux communications interceptées qui se rapportent à Odek, et enfin, le lieu où a eu lieu le rendez-vous avant l'attaque d'Odek. D'abord, la localisation. Peut-être êtes-vous en train de vous demander de quoi parle-t-on au juste et pourquoi est-ce qu'on parle de localisation? Pourquoi en parler maintenant dans le cadre de cette déclaration en clôture? Après tout, ni l'accusation ni la défense ont appelé à la barre des témoins, quelques témoins que ce soit, pour nous expliquer en quoi consiste la localisation, comment cela fonctionne et est-ce que c'est fiable ou pas. Le seul élément de preuve à ce sujet apparaît au titre de déclaration règle 68.2b présentée par l'accusation pour 2 raisons. Parce que, justement, il est question d'interception. Et en présentant ces 2 déclarations, nous avons bien indiqué que nous ne sommes pas fondés sur la localisation en tant qu'élément de preuve. De la même manière, la défense a annoncé dans son écriture 555, et je cite, « La défense a l'intention de contester la procédure par laquelle l'UPDF localisait des personnes à la radio et expliquer les lacunes d'une telle technique utilisée par l'UPDF. » Fin de citation. Le président, à nouveau, je dois vous rappeler qu'il est difficile. Enfin, évidemment, vous savez ce que vous avez l'intention de dire, ce que vous avez envie de dire, et donc vous vous laissez emporter un petit peu. Et moi, en tant que juge-président, j'ai tendance à parler lentement et parfois je m'exprime très vite. Alors, je comprends parfaitement votre dilemme, mais je vous demanderai de ralentir votre cadence, s'il vous plaît. Monsieur Black, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Je vais tenter de m'y appliquer. Le Président, ne vous en faites pas, mais ne vous en formalisez pas, mais veuillez respecter quand même cette consigne. Ces positions vous ont permis, dans le cadre de la décision 596, de conclure que le caractère non fiable des éléments de preuve consistant en la localisation utilisée par l'UPDF n'était pas contesté par les parties et qu'il n'y avait pas de raison d'appeler à la barre des témoins susceptibles de parler de localisation. Il est par conséquent surprenant de voir que la défense, aujourd'hui, à la fin de ce procès, se fonde largement sur la localisation en tant qu'élément de preuve. En effet, au paragraphe 353 du mémoire en clôture de la défense se fonde exclusivement sur les éléments de preuve relatifs à la localisation pour
signaler l'emplacement présumé de Dominique Ongwen 2 jours avant et 2 jours après l'attaque d'Odek. Dans le contexte de Lukodi, au paragraphe 405 et 406, la défense essaie de faire valoir qu'il serait impossible pour un témoin d'être exact dans ses souvenirs parce que cela n'est pas compatible avec les données contemporaines collectées par le programme de localisation du gouvernement de l'Ouganda. Fin de citation. En fait, cet élément de preuve n'est pas incompatible, mais tout cela pour dire que la défense, qui, avant d'avoir jugé non fiable et lacunaire cette information, semble se fonder exclusivement sur cette information. Donc j'en reviens maintenant à mes questions initiales. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de localisation? Puisque l'accusation ne se fonde pas sur cet élément d'information, pourquoi est-ce qu'on en parle? Très brièvement, le terme localisation ou la géolocalisation fait référence à des données, à des coordonnées générées par l'UPDF dans le but de localiser des commandants de l'ARS pendant les hostilités. L'UPDF utilisait un équipement spécialisé pour identifier les signaux radio pour déterminer leur provenance. S'il pouvait le faire à partir de 2 récepteurs, il pourrait, par triangulation, déterminer quelle est la source ou la provenance du signal d'origine. Et donc, lorsqu'il réussissait dans cet exercice, il se fondait sur les signaux radio pour déterminer qui était en train de parler. À ce moment-là, il demandait à l'opérateur radio à qui appartient la voix. Et c'est l'opérateur qui interceptait la communication qui donnait le nom des locuteurs. Après cela, les coordonnées sont consignées dans les rapports de renseignement de l'UPDF, dont un certain nombre fait partie du dossier de cette affaire. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de géolocalisation. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, soyons très clairs. L'accusation n'a pas changé de position. Nous ne vous demandons pas de vous fonder sur cette géolocalisation pour condamner M. Ongwen. D'abord, comme je l'ai indiqué, vous ne disposez pas de beaucoup d'informations ni d'éléments de preuve sur cela, sur sa fiabilité, sa précision. Mais le plus important, c'est que même si cela était fiable, l'utilisation en est limitée pour 2 raisons. D'abord, les rapports de renseignement de l'UPDF énumèrent des coordonnées de certains commandants de l'ARS pendant certains jours, pas de tous les commandants ni tous les jours. Et nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment de coordonnées pour Dominique Ongwen pour la plupart des journées couvertes par la période qui nous intéresse. Nous n'avons pas de coordonnées s'agissant des charges incriminées. Deuxièmement, même si nous disposions de coordonnées, nous indiquons où se trouvait Dominique Ongwen, la géolocalisation ne nous renseigne pas sur ce qu'il était en train de faire effectivement. Et pour cela, il nous faut nous fonder sur d'autres éléments de preuve, notamment des témoins, des cahiers de communication ou des communications interceptées. Et nous en disposons justement, et les volumes sont très importants. Et nous vous invitons à vous fonder sur ces éléments de preuve directs plutôt que de vous livrer à des suppositions sur la base de géolocalisation. Cela étant dit, j'ai le sentiment que je me dois de parler du contenu des données de géolocalisation, parce que la défense a laissé entendre qu'elle crée un doute raisonnable, elle suscite un doute raisonnable quant à la capacité de Dominique Ongwen à participer à l'attaque d'Odek. Pour cette raison, et cette raison uniquement, je vais vous montrer le genre d'informations contenues dans les données de géolocalisation qui nous donne une idée de l'emplacement de Dominique Ongwen entre mars et août 2004. Monsieur le Président, à l'écran, vous voyez une carte d'une partie du nord de l'Ouganda. On y voit l'emplacement des 4 lieux qui ont fait l'objet d'attaques. Et je vais vous montrer dans un instant que l'accusation a indiqué les coordonnées relatives à cette carte. En parcourant ces coordonnées, je vais vous demander de garder 2 choses à l'esprit. D'abord, j'attire votre attention sur la ligne bleu ciel, la rivière, qui commence en haut, côté supérieur gauche,
et qui se dirige vers le bas. C'est la rivière. La défense aimerait vous faire croire qu'en avril 2004, cette rivière n'était pas franchissable. Deuxièmement, ils aimeraient vous convaincre que Dominique Ongwen ne pouvait pas marcher de longue distance. Eh bien, il y a une échelle qui indique la distance, elle est quelque peu petite, mais si vous regardez les dates correspondant aux attaques, eh bien, d'un bloc à l'autre, il y a environ une distance de 10 km. Monsieur Gampert m'indique qu'en fait, il s'agit d'un quadrillé de 10 km. Et donc, les coordonnées correspondent au 10 mars et placent Dominique Ongwen autour de cette région-là, de Padjoulé. Nous n'avons rien pour les deux prochaines suivantes. Ensuite, le 22 mars, il est à côté de la rivière Achwa, à environ 10 ou 15 km au nord d'Odek. Le 3 avril, il se dirige vers l'est. Et entre le 3 avril et le 6 avril, d'après la géolocalisation et les éléments de preuve s'y rapportant, il aurait couvert environ 30 à 40 km en direction de l'ouest et il aurait traversé la rivière Achwa, soit moins d'un mois avant l'attaque d'Odek. Et environ 2 semaines plus tard, le 19 avril 2004, il aura parcouru à pied une trentaine, une quarantaine de kilomètres pour retourner vers l'est. Une quarantaine ou cinquantaine de kilomètres vers l'est. À nouveau, il traverse la rivière Achwa et entre le 19 avril et le 21 avril, donc en l'espace de 2 jours, il a parcouru à pied environ 40 kilomètres. Il traverse la rivière Achwa et il se trouve au sud-ouest d'Odek. Ensuite, nous avons d'autres coordonnées qui correspondent au 27 avril 2004. À nouveau, il traverse la rivière Achwa et disons qu'il se trouve à 20 km au nord d'Odek. Donc 2 jours avant l'attaque. Nous n'avons pas de coordonnées s'agissant du 28 avril ou du 29 avril, ni du 30 avril. Mais la géolocalisation ne nous renseigne absolument pas sur le lieu où il se trouvait pendant ces 3 jours-là. Ensuite, nous avons d'autres coordonnées qui correspondent au 1er mai. À nouveau, il est à environ une vingtaine de kilomètres au nord d'Odek. Et j'aimerais rappeler ici qu'il est de l'autre côté de la rivière Achwa. Donc, si vous prenez les coordonnées de géolocalisation, à un moment donné, nous ne savons pas quand, mais d'après les données de géolocalisation, pendant ces 4 jours cruciaux où la défense nous a dit qu'il était impossible de traverser la rivière Achwa, Dominique Ongwen l'a traversée. Je ne vais pas m'étendre sur tous les exemples de géolocalisation, mais permettez-moi de rappeler que d'après les coordonnées du 1er mai, Dominique Ongwen était à moins de 20 km le 18 mai 2004, il était à moins de 20 km de Lukodi, l'endroit où a eu lieu l'attaque, et le jour de l'attaque de Padjoulé, c'est-à-dire le 19 mai, Dominique Ongwen se trouve proche de cette zone. Je vais cliquer rapidement sur les autres dates. Au mois d'août, vous pouvez voir qu'il a parcouru toute cette zone-là. Donc, pour terminer sur cette question de géolocalisation, nous ne vous demandons pas de vous fonder là-dessus pour condamner Dominique Ongwen, mais lorsque vous examinez l'argument de la défense, nous vous invitons à garder cela à l'esprit, parce que cette information donne à croire que Dominique Ongwen a passé toute cette période à se déplacer, à faire des allées-venues dans cette zone du nord de l'Ouganda, en traversant la rivière Achwa à maintes reprises et en parcourant à pied des centaines de kilomètres.
Cela ne crée pas de doute raisonnable. Nous pensons que cet élément de preuve est tout à fait compatible avec la thèse de l'accusation. This brings me to my next point, which is Mr. Ongwen's location on the day of the attack. Ce qui m'amène au point suivant, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait Dominique Ongwen le jour de l'attaque. La défense a tenté de faire valoir que Dominique Ongwen n'était pas proche d'Odek le jour de l'attaque. Il se trouvait à environ 20 à 25 km au nord d'Odek, c'est-à-dire à La Pac. Et pour cela, il se fonde sur deux éléments de preuve. D'abord, les données de géolocalisation que nous venons de traiter. Ensuite, le témoignage du témoin D0075. Monsieur le Président, nous avons parlé de la déposition du D75 de façon détaillée dans notre mémoire en clôture. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il suffit de rappeler que notre position est qu'il faudrait faire fi de cette information parce que soit c'est une pure fabrication, soit qu'elle n'est pas du tout fiable. Quelle que soit l'appréciation finale de cette déposition, je rappellerai que D75 est le seul témoin à avoir dit que Dominique Ongwen se trouvait loin de cet endroit-là. Pratiquement 10 autres témoins l'ont mis de l'autre côté de la rivière Atchoua. Donc, 10 témoins l'ont vu peu de temps avant l'attaque ou pendant l'attaque, ou parfois les deux. 5 témoins l'ont vu au camp ou à côté du camp, et 3 témoins supplémentaires l'ont vu au lieu de rendez-vous avant l'attaque ou juste après l'attaque. Et 2 victimes de l'attaque ont vu Dominique Ongwen après leur enlèvement. Évidemment, la défense conteste les témoignages, les dépositions de tous les témoins dans leur totalité ou pour partie. Mais il ne semble pas reconnaître le fait que tous les témoins placent Dominique Ongwen près d'Odek et très loin de La Pac où, d'après D75, il se trouvait ce jour-là. La défense aimerait que vous fassiez fi également d'une autre série d'éléments de preuve, notamment les signalements faits par Dominique Ongwen sur l'attaque d'Odek à la radio de l'ARS le 30 avril et le 1er mai 2004. Et j'en arrive au point suivant. M. Gampert a parlé des éléments de preuve interceptés d'une manière générale, donc je vais me limiter des éléments qui concernent Odek. D'une manière générale, la défense conteste la fiabilité des éléments de preuve fondés sur les communications interceptées et reprennent ces contestations dans la partie consacrée à Odek dans leur mémoire. Or, il convient de rappeler les choses suivantes. D'abord, comme nous l'avons indiqué précédemment, la défense se fonde largement sur la géolocalisation et j'espère avoir expliqué que le lien entre les commandants et les coordonnées dans ces rapports se fonde sur les mêmes attributions que celles qui sont trouvées dans les cahiers de communication préparés par les opérateurs qui ont procédé à l'interception des communications, et certains d'entre eux ont témoigné. Deuxièmement, la défense elle-même se fonde sur les cahiers de communication pour faire croire que Ochan Labong était la première personne à avoir engagé sa responsabilité pour l'attaque d'Odek. Nous avons traité cette prétention de manière détaillée au paragraphe 279 de notre mémoire en clôture. Je ne vais pas ressasser les mêmes arguments, mais il suffit de rappeler que si vous examinez minutieusement les éléments de preuve, il ressort clairement que Dominique Ongwen et non pas Ochan Labongo avaient signalé cette attaque. À nouveau, je rappelle, Monsieur le Président, Messieurs les juges, que la défense aimerait vous faire croire que les cahiers de communication sont fiables s'ils estiment que cela milite en faveur de leur position et qu'ils ne sont pas fiables s'ils incriminent Dominique Ongwen. Je rappelle également que la défense considère que Ben Achelam, autre opérateur de l'ARS, avait reçu des ordres directement sur Odek de Kony. Et sur quoi est-ce qu'il se fonde pour dire cela? Eh bien, sur l'attribution d'un indicatif d'appel contenu dans un cahier de communication et un court extrait d'une communication enregistrée et interceptée. Or, il n'existe pas de preuves pour étayer cette spéculation concernant Ben Achelam et Kony
Et à nouveau, la défense se fonde sur des éléments de preuve interceptés lorsque cela leur convient. Comme l'a dit M. Gampert précédemment, nous pensons qu'ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce ne serait pas raisonnable. En tout état de cause, il existe des éléments de preuve irréfutables qui confirment que les communications interceptées sont fiables en ce qui concerne ODEC. Maintenant, je voudrais parler des éléments de preuve qui consistent en l'identification de la voix. 4 témoins différents se sont assis à la barre des témoins et ont reconnu la voix de Dominique Ongwen sur les extraits sonores qui ont été diffusés dans la salle d'audience. Et à moins que je ne me trompe, la défense n'a pas réagi à cela dans son mémoire en clôture. La défense dit bien que l'UPDF et les opérateurs de l'ISO avaient un parti pris, sauf qu'ils n'essaient pas d'expliquer comment ils étaient biaisés, parce que d'autres sont venus témoigner et reconnaître la voix. Les camarades d'armes, les frères d'armes de Dominique Ongwen, n'étaient pas biaisés comme auraient pu l'être les officiers de l'armée, et ils l'ont confirmé. Un des anciens combattants de l'ARS qui a témoigné dit avoir déjà entendu ce signalement, ce rapport radio, il y a des années de cela. Il a reconnu la voix, mais il a aussi reconnu la conversation qu'il avait entendue. Il était en mesure de se rappeler ce qui s'était passé à l'époque. Et le témoin de la défense décent a également reconnu la voix de Dominique Ongwen. La défense, j'espère en tout cas que la défense ne semble pas indiquer qu'il était biaisé à l'égard de l'accusé. Le fait est que tous ces témoins étaient bien placés pour reconnaître la voix de Dominique Ongwen et ils l'ont tous fait. Lorsque la défense se plaint de pauses dans l'enregistrement ou de manipulation des enregistrements, eh bien, cela est une tentative simplement pour nous distraire de la réalité. C'est-à-dire que les témoins ont entendu Dominique Ongwen dire de sa propre voix, utiliser ses propres mots et assumer la responsabilité de l'attaque d'ODEC. J'en arrive maintenant à un nouveau point qui s'applique à l'attaque d'ODEC, mais également d'une manière plus générale. La défense, à juste titre, insiste sur le fait que nous, l'accusation, avons la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, et c'est un fait. Nous assumons cette charge et nous en sommes acquittés en l'espèce. Cependant, la charge de la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, ne s'applique pas à chaque fait ou à chaque élément de preuve en l'espèce. Comme la Chambre d'appel de Lubanga le dit, et la Chambre l'a répété à plusieurs reprises, la norme au-delà de tout doute raisonnable s'applique aux éléments de crime et au mode de responsabilité dans les charges. Les faits essentiels, tous les autres faits, ne font pas l'objet de cette norme au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, lorsque la défense soutient que l'accusation n'a pas établi les choses au-delà de tout raisonnable, où le rendez-vous pré-attaque pour l'attaque d'ODEC a eu lieu, eh bien, les éléments de preuve ne vous y amèneraient pas. Mais le lieu effectif de ce rendez-vous n'est pas un fait essentiel. Il n'a pas été allégué dans la décision de confirmation. Il ne fait donc pas l'objet de cette norme au-delà de tout doute raisonnable. Qu'est-ce qui a en revanche été prouvé au-delà de tout doute raisonnable s'agissant de ce rendez-vous, c'est que M. Ongwen se trouvait dans une position parfaite pour ordonner cette attaque et pour y participer personnellement. Comme je l'ai dit précédemment, 10 témoins placent M. Ongwen près d'ODEC ou à ODEC le jour en cause. Plusieurs de ces témoins placent M. Ongwen à ce rendez-vous, donnant des ordres à ses hommes, y compris des ordres de tuer des civils. Plusieurs l'ont vu après l'attaque, y compris 2 témoins. Nous avons même l'enregistrement audio de cela. Ce sont là les éléments de preuve dont vous avez besoin, toute la certitude dont vous avez besoin pour
inculper M. Ongwen des charges liées à l'attaque d'Odek. La défense dit non seulement que le lieu précis du rendez-vous n'était pas clair, mais qu'en plus, il était bien trop loin d'Odek pour qu'il puisse arriver à Odek, ce qui est incorrect. Monsieur Ongwen, lorsqu'il a parlé aux experts de la défense, son docteur a déclaré que quelquefois, il marchait jusqu'à 35 000 par jour dans la pluie et sans chaussures. Ça fait 56 km. P54, qui vivait au sein de la brigade Signa dans cette même région fin 2003, a déposé la même chose. Que de Loyo à Djonga à Odek, c'était une marche de 6 heures. De Aropoyo, il a dit qu'il fallait 4 heures. À la lumière de ces éléments de preuve qui sont tout à fait cohérents avec une vitesse de marche habituelle pour un être humain, tous les témoins de l'accusation placent le rendez-vous pré-attaque à une journée de marche de Odek. Je n'ai pas autre chose de plus précis à dire au sujet de Odek et de Lukodi, pardon, se corrige l'interprète, et M. Gumpert a traité des éléments de preuve en matière d'interception précédemment. J'en arrive maintenant à l'attaque sur Abok en juin 2004. Je voudrais faire 3 remarques. Premièrement, le témoin 252. Plusieurs témoins ont déposé sur cette attaque et sur les crimes commis à cet endroit. Il y a beaucoup d'éléments de preuve à cet égard dans le mémoire de l'accusation. Mais P0252 a notamment évoqué l'attaque. La défense dit qu'il n'est pas crédible parce qu'il a un état de santé qui fait en sorte qu'il est incapable de reconstruire ses souvenirs. Sur le premier point, lorsque P252 a déposé, ses souvenirs étaient clairs et cohérents avec ce qui avait été dit précédemment. Il n'a pas montré de signe qu'il était incapable de se souvenir ou de parler de ce dont il se souvenait. Plusieurs aspects de sa déposition ont été corroborés par au moins 13 témoins de l'accusation et 2 témoins de la défense. Je vais donner quelques exemples. Comme P252, 3 autres témoins ont décrit la parade qui a eu lieu avant cette attaque, au cours de laquelle M. Ongwen a donné des ordres et a donné l'ordre à son subordonné Okelo Kalalang de sélectionner des combattants pour mener l'attaque. P252 a également déclaré que lorsque les combattants de l'ARS sont revenus du camp d'Abok avec du maïs, de l'huile de cuisson, des haricots et autres aliments, 4 témoins de l'accusation et 2 témoins de la défense ont fourni des récits similaires. P252 a également décrit des combattants de l'ARS revenant d'Abok avec des personnes enlevées. 2 témoins de la défense ont corroboré cela et 9 témoins de l'accusation. Pour ce qui est de la date de la fuite de P252 de l'ARS, l'accusation est d'accord avec le témoin pour dire qu'effectivement, il s'est trompé à cet égard. Nous pensons qu'il a quitté l'ARS à la mi-juin 2004. Comme plusieurs témoins dans cette affaire, plusieurs témoins ont eu du mal à se souvenir du mois ou même de l'année où tel ou tel événement est intervenu. 15 ans après le fait, étant donné les circonstances de son enlèvement dans l'ARS, son séjour dans l'ARS, sa fuite, ça n'est pas surprenant. Et cela ne conteste pas, ne permet pas que l'on puisse contester sa déposition. Vous ne devez pas nécessairement vous appuyer sur la déposition de 252, mais vous avez
tout à fait la possibilité de le faire. J'en arrive maintenant à mon deuxième point. Plusieurs témoins ont déposé sur le fait que Okello Kalalang était le commandant de l'ARS placé par M. Ongwen en charge de l'attaque d'Abok. La défense a détourné cet élément de preuve en suggérant que c'était Kalalang lui-même qui était en charge et qui donnait les ordres et non pas M. Ongwen. Mais ceci n'est tout simplement pas étayé par les éléments de preuve, même par les éléments de preuve cités dans le mémoire de la défense. Par exemple, P330 vous a dit que Odomi, c'est-à-dire M. Ongwen, vous le savez, était le commandant en chef, la personne qui a ordonné l'attaque sur Abok et celui qui a donné les instructions à Kalalang de sélectionner une réserve. Il vous a dit également qu'après l'attaque, son supérieur a fait rapport à Kalalang qui, à son tour, a fait rapport à M. Ongwen sur ce qui s'était passé pendant l'attaque et ce qu'ils avaient ramené. Les témoins 0, 330 et 406 ont également déposé pour dire que M. Ongwen avait désigné Kalalang pour sélectionner et diriger les combattants de l'ARS pendant l'attaque. 6 témoins différents ont confirmé que Kalalang était bien le subordonné de M. Ongwen et bien entendu les rapports interceptés et les cahiers de communication confirment que M. Ongwen a fait rapport de l'attaque à ses supérieurs. Tous ces éléments de preuve montrent que c'était bien M. Ongwen qui a donné les ordres pour l'attaque sur le camp d'Adok et non pas Okello Kalalang. Enfin, la défense soutient dans son mémoire que la seule instruction prouvée, d'après eux, en ce qui concerne les combattants d'Abok, c'était qu'ils devaient aller chercher de la nourriture et que par conséquent, M. Ongwen ne devrait pas être reconnu responsable des charges 37 à 49. Rappelons-nous, messieurs les juges, de ce que aller chercher de la nourriture signifiait pour les civils au nord de l'Ouganda. Le témoin de la défense D0105 vous a dit que finalement, aller chercher de la nourriture, ça voulait dire s'en emparer par la force chez les civils. Plusieurs témoins ont déclaré que aller chercher de la nourriture, c'était fait par l'ARS avec des armes, des baïonnettes, des machettes. Aller chercher de la nourriture, ça voulait dire s'attaquer à des civils qui vivaient dans des camps, comme le témoin P330 l'a dit, et commettre des atrocités. À Abok en particulier, cela a impliqué des tirs, des passages à tabac, le fait de frapper à la tête jusqu'à les tuer des civils qui cherchaient à s'enfuir. Il s'agissait aussi d'enfermer des civils à l'intérieur de leur maison et d'incendier ces maisons par la suite. Aller chercher de la nourriture pour l'ARS, ça voulait dire pénétrer de force dans les maisons et dans les échoppes du camp, leur voler la nourriture, leurs vêtements, des boissons, de l'argent et même du bétail. Ce qui laissait les civils qui restaient dans les camps se battre contre la famine et les privations. C'est cela que voulait dire aller chercher de la nourriture pour l'ARS. C'est cela qu'il faut comprendre lorsque l'on dit cela. Nous en sommes au terme des arguments en clôture de l'accusation. Je vous remercie pour votre attention. Nous demandons à ce que M. Ongwen soit inculpé sur toutes les charges. Le Président, merci beaucoup. Ceci conclut notre audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9h30 avec les arguments de clôture des représentants des victimes.